Alors nous allons d'abord écouter un peu de musique, paraît-il. On va commencer par la fourmi, ouais, que tout le monde connaît. Enfin une fourmilière n'est autre qu'un atelier. La fourmi brave ouvrière, c'est au mieux l'édifice. Sans maçon, sans architecte, on voit ce petit insecte faire des constructions libres de position. Laborieuse, industrieuse, travaillant sans bruit, jour et nuit. Sa prévoyance de l'indigence, c'est mettre à l'abri la Mesdames et messieurs, chers amis, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 57 ans, à quelques centaines de mètres d'ici. Mes amis et moi, nous sortions de l'Athénée de Schaerbeek, nous étions entrés à l'Université libre de Bruxelles, c'était au mois de septembre 1958. L'un d'entre nous, qui s'appelle Michel Rosten, avait rencontré une jeune fille qui était plus âgée que nous, elle avait déjà une expérience professionnelle, et elle était revenue à l'université, et elle s'appelle Régine Zegers, nous sommes d'ailleurs sans nouvelles d'elle, nous supposons qu'elle vit en Espagne maintenant, mais nous allons faire des recherches pour la retrouver, et elle nous a parlé en termes tellement dithyrambiques d'un compositeur de musique dodécaphonique qu'elle venait de rencontrer, que nous avons manifesté le désir de le rencontrer à notre tour, et le plus tôt serait le mieux, ce qui fut fait le soir même. Le soir, à 8 heures du soir, nous sommes le long de la Bourse, dans la rue que vous connaissez. Quand on regarde la Bourse, c'est une petite rue sur la droite. Et au fond de cette rue, à droite, il y a actuellement une friterie, il y a un grand café allumé dans la nuit, une lumière jaune, comme dans un tableau d'Édouard Toupert. Et nous verrons cette lumière toute notre vie, bien sûr. Nous approchons de ce café et se trouve à gauche de l'entrée. Nous sommes 4. Donc il y a Michel Rosten, qui ce sont des amis de toujours. Il y a Robert Radomir Scott, qui est parmi nous ce soir. Il y a Régine Zegers et moi. Et nous approchons de ce café et nous voyons à gauche de la porte d'entrée, de la porte vitrée, il y a un jeune homme qui est assis à une table, qui en fait à 10 ans de plus que nous. Nous avons 18 ans, donc il a 28 ans, il s'agit de Jacques Calonne. Il est assis à une table, il est légèrement penché, et il consigne des notes dans un carnet à dos renforcé. Nous ne le savons pas encore, nous allons le savoir quand nous serons assis en face de lui. Il est écrit sur ce carnet, effectivement, qu'il est à dos renforcé. C'est un carnet en papier brun dans lequel il consigne des notes. Nous nous asseyons devant lui et pendant à peu près 4 heures sans placer un mot, ce qui est extrêmement rare pour ce qui nous concerne, nous l'écoutons nous parler de... Ce micro ne fonctionne plus. Et évidemment, c'est normal. Il suffit que je touche une machine pour qu'elle tombe en panne. C'est tout à fait normal. Bon, oui, mais je vais le casser dans 2 minutes. Hein. Bon, alors, il faut celui-là. Bon, ce micro, on entend bien au fond de la classe. Bon, très bien. Attends. Attention, parce que je vois le moment où il va tomber par terre. Bon, oui, alors donc nous sommes assis en face de Jacques Calonne, que nous écoutons pendant des heures, qui est un personnage tout à fait passionnant. Il nous parle de choses que nous connaissons plus ou moins, c'est-à-dire qu'il nous parle de Boulez, de Pierre Boulez, de Stockhausen, de Messiaen. Nous savons qui sont ces immenses compositeurs, bien sûr. Nous avons peut-être entendu 1 ou 2 de leurs compositions. Il ne faut pas oublier que nous avons 18 ans. Il nous parle également de Valéry et de Mallarmé, que nous connaissons déjà fort bien. Il nous parle de Samuel Beckett. La première, d'En attendant Godot, a eu lieu en 1953. Je vous rappelle que nous sommes en 1958. Il nous parle également de James Joyce, que nous connaissons depuis une semaine et que nous commençons à lire et que nous allons d'ailleurs lire toute notre vie. Jacques Calonne nous parle aussi de la trilogie de Beckett. Il nous parle de Molloy, de Malone Meur et de l'Innommable, qui ont paru entre 1951 et 1953.
ce sont des livres que personne ne lit à cette époque. Lorsque Molloy paraît en 1951, il y a 80 articles dans la presse, ce qui est tout de même énorme, et on vend 80 exemplaires du livre. C'est dire à quel point Jacques Calonne a une culture incroyable, est au courant de tout ce qui se passe, est un précurseur prodigieux. Nous sommes évidemment fascinés par ce personnage. Il nous parle de Lao Tzu, que nous connaissons de nom comme tout le monde, puisque nous avons lu Tintin, mais il nous parle des textes de Lao Tzu, du Tao Te Ching, qui est un des grands textes qui a été écrit au cours de l'histoire de l'humanité. Certains d'entre nous vont lire Li Tzu et Chuang Tzu, vont lire les taoïstes toute leur vie. Il nous parle également du Yi King, qui est que vous connaissez, qui est un manuel de divination chinois. Mais il faut vous dire qu'en 1958, à peu près personne ne connaît le Yi King. Nous connaissons le Yi King de nom. Nous n'en avons jamais lu une ligne. Et il nous parle aussi de mathématiques, du rapport entre la musique décaphonique et les mathématiques. Il nous parle d'astrologie, il nous parle de Schoenberg, de Webern, d'Alban Berg, que nous connaissons de nom, mais dont nous n'avons jamais entendu les compositions à cette époque. Et tout au long de ce monologue, il faut bien l'appeler ainsi, à plusieurs reprises, il parle d'un mystérieux mouvement artistique qui se serait appelé ou qui s'est appelé Cobra, dont nous n'avons jamais entendu parler. Donc nous avons déjà, ceci n'a rien à voir avec quelque prétention que ce soit, nous avons eu de la chance, celle que nous souhaitons à tout homme et à toute femme en ce monde. Je vous en prie, ne voyez jamais aucune espèce de prétention dans ce que je vous dis, mais nous avons déjà une grande connaissance de l'art moderne, de Van Gogh, de Cézanne, de Picasso, de Paul Klee, etc. Nous n'avons jamais entendu parler du mouvement Cobra. C'est vous dire qu'on revient de loin, 57 ans plus tard. Ce mouvement est évidemment célèbre dans le monde entier. Et à minuit, Jacques Calonne nous dit « Mais écoutez, je vais vous emmener dans mon appartement, à l'hôtel du Grand Miroir où descendait Baudelaire lorsqu'il était à Bruxelles. C'est un hôtel qui est tout près d'ici, qui donne sur la place de l'Agora. Et nous voici dans l'appartement de Jacques Calonne, au dernier étage de l'hôtel du Grand Miroir. Je le vois encore ouvrir la porte de cet appartement. Nous entrons là, sur une grande table en bois. Il y a des catalogues d'expositions qui sont ouverts, que nous regardons complètement stupéfaits, sidérés. Nous voyons subitement, nous découvrons en quelques minutes presque, des artistes qui s'appellent Pierre Alechinsky, Karl Appel, Reinhardt, Paul Bury, Karl Henning Pedersen, Asger-Jorn. Et nous regardons ces œuvres complètement médusées, évidemment. Nous sommes à la fois émerveillés et scandalisés, et presque honteux de ne pas avoir connu cette chose plus tôt. Évidemment, nous commençons à bombarder Jacques Calonne de questions sur le mouvement Cobra, CO, Copenhague, BR, Bruxelles, A, Amsterdam. En même temps, Jacques Calonne nous fait entendre ses compositions, il nous fait entendre le marteau sans maître de Pierre Boulez, que nous n'avions jamais écouté, et nous discutons avec lui jusqu'à 8 h du matin. À 8 h du matin, Radomir Scott, qui est ici, Michel Rosten, qui n'a pas pu venir, et Régine Zegers, qui est peut-être en Espagne, rentrent chez eux. Je continue à assaillir Jacques Calonne de questions jusqu'à midi. À midi, je rentre chez moi le long de la rue Royale, sans parapluie, il pleut, il drache. J'aime la drache, disait Arthur Rimbaud. J'arrive chez moi trempé au 119 de la rue Potagère, il est 12h30, j'appelle immédiatement mon frère qui a 12 ans, Frédéric Flamand, que vous connaissez. J'appelle mes parents, je leur dis que nous venons de découvrir des artistes qui ont l'avenir pour eux, qui vont faire des choses tout à fait extraordinaires, et que nous sommes ahuris de les avoir découverts à ce moment-là, alors qu'on aurait pu les connaître à 1 an, à 3 ans plus tôt. Je vais dormir dans un état de fébrilité et d'excitation inimaginable. Je parviens à peine à dormir. Je me réveille à 6 heures de l'après-midi. Je me lève à toute vitesse. À 8 h du soir, j'arrive le long de la Bourse, devant un café illuminé d'une lumière jaune égale dans la nuit. À gauche de la porte d'entrée, il y a un jeune homme de 28 ans qui est légèrement penché vers une table.
il consigne des notes dans un carnet à dos renforcé. Je m'assieds en face de lui. Bien sûr, nous allons passer toute la nuit ensemble. Je vais l'écouter, surtout, bien plus que de lui parler. Et Jacques Calonne nous allons le revoir tous ensemble pendant des années et des années. 57 ans plus tard, il est évident qu'il est extrêmement émouvant pour nous de le retrouver à cet endroit. Dès que la proposition m'a été faite par Sylvie Brotars de présenter Jacques Calonne, j'ai accepté en 15 secondes. Vous pensez bien, et pour toutes les raisons que vous pouvez comprendre. Je vais vous parler de ce livre que j'ai lu avec ligne à ligne, avec émerveillement. C'est un livre extraordinaire. Il est extraordinaire pour deux raisons. Bon, la première, c'est que ce n'est pas un livre relatif à Jacques Calonne, c'est un livre relatif à 15 à 20 Jacques Calonne. Il y a une multiplicité de personnages qui apparaissent dans ce livre et qui sont évoqués par une multiplicité de gens qui l'ont connu. La deuxième raison pour laquelle ce livre est extraordinaire, c'est qu'on se demande comment Sylvie Brotars, certainement aidée en tout cas affectivement par son éternel compagnon Noël Godin, est parvenue à orchestrer toute cette information qui vient d'horizons extrêmement différents. C'est en même temps une sorte d'histoire de la culture moderne à bien des égards. Il y a des témoignages de musiciens, de poètes, d'écrivains. C'est d'une complexité et d'une richesse absolument inouïe. C'est un livre magnifique. Quand je disais que c'est un livre sur 15 à 20 personnes, j'ai pensé à la phrase de Dostoïevski qui disait « Dieu a fait l'homme trop large, je l'aurais fait plus étroit ». Et j'ai aussi pensé à cette remarque d'Henri Michaud dans la postface de Plume précédée de Lointain intérieur, qui a été publiée chez Gallimard en 1938. Michaud avait 39 ans. Il parle de l'identité et de l'éclatement de l'identité. Et il dit qu'on n'est pas seul dans sa peau, qu'on est très très multiple, qu'il y a beaucoup d'identités. Et il ajoute cette phrase magnifique qui est évidemment digne de l'Henri Michaud que nous connaissons depuis toujours. Au nom de beaucoup, je signe ce livre. Parce que ces beaucoup habitaient Michaud, mais ces beaucoup ont habité jusqu'à ce jour Jacques Calonne. Et sa biographie, qui a été écrite par Sylvie Brotars, témoigne de ce que je viens de vous dire. Jacques Calonne est né en 1930 à Mons. Il a donc 84 ans aujourd'hui. Il avait donc, comme je vous l'ai dit, il a 10 ans de plus que nous. En 1941, il a 11 ans, et j'ai découvert une phrase dans cette biographie, une notion, une note que je ne connaissais pas du tout. Il décide de ne plus se regarder dans un miroir pendant 4 ans. Ce qui annonce ce qu'il va être. Parce que si on se regarde dans son miroir, c'est pour fixer son identité, c'est pour se reconnaître. Et il décide, à l'âge de 11 ans, de ne plus se reconnaître pendant 4 ans. Ce qui est tout à fait extraordinaire pour quelqu'un qui a 11 ans, évidemment. En 1944, il a donc 14 ans, il prend des leçons de piano. Bon. En 1946, il a 16 ans, sa famille, qui était à Mons, avec ses frères et sœurs, s'installe à Bruxelles. Il dessine déjà dans les marges de ses cahiers. Et l'année suivante, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles dans la classe de dessin. Évidemment, les cours sont assez conventionnels, on peut l'imaginer, puisque ça se passe en 1948. Et subitement, il rencontre André Saury. André Saury, certains d'entre vous doivent le connaître, c'est le musicien du surréalisme. Il y a une photo merveilleuse d'ailleurs qui s'intitule « Le rendez-vous de chasse », qui est de 1934, où on voit tous les surréalistes, René Magritte et Georgette, Louise Kuttner et Irène Amoir, et les autres surréalistes belges, et bien sûr André Saury, qui dans le fond a été le seul musicien du surréalisme belge. Il rencontre André Saury, et André Saury s'est enthousiasmé pour la musique dodécaphonique.
Jacques, qui a déjà suivi des cours de musique, qui s'est déjà formé à la musique classique, et tout ce que je vais dire n'est pas un jugement de valeur, bien sûr, subitement découvre une musique qui est de dissonance. On pourrait presque dire que la dissonance est une caractéristique, sinon une définition, mais je ne vais pas m'aventurer à donner une définition de l'art moderne, mais on pourrait dire que c'est presque une caractéristique fondamentale de l'art moderne, c'est la dissonance. Or, cette musique est de dissonance. En 1911, Kornacki, donc le peintre Kornacki, écrit à Schoenberg, et il parle de la dissonance en peinture, et il parle de la dissonance en musique, et il dit que ce sera la consonance de l'avenir, mais une consonance qui ne sera pas la même que celle de la musique classique et de la peinture classique, bien sûr. Ce sera une nouvelle consonance, ce sera une nouvelle forme de musique, une fois de plus, ceci n'étant pas un jugement de valeur, bien sûr. À 18 ans, c'est ici que l'identité, la multiplicité des identités du personnage apparaît. Il est indiqué dans sa biographie qu'il demande l'heure à la reine Élisabeth. En 1949 a lieu au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles la première exposition de Cobra. Jacques a donc 19 ans et Christian d'Autremont, le principal fondateur de Cobra, a 27 ans. Et Jacques et Christian d'Autremont se rencontrent au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles à l'occasion de cette exposition. C'est une rencontre fulgurante, ce sera son meilleur ami. Ils vont être unis sans qu'il y ait jamais la moindre dissension entre eux jusqu'à la disparition de Christian d'Autremont. À partir de là, c'est une rupture fondamentale d'un point de vue mental, émotionnel, artistique. Jacques Calonne abandonne les cours de l'académie, bien sûr. Il découvre véritablement l'art moderne. Et pour ce qui est de la musique, c'est exactement la même chose, puisque son professeur, lorsqu'on lui parlait de Webern, tirait une drôle de tête, faisait la grimace. Et Jacques est entré dans une autre dimension. Il est en rupture complète avec ce qu'il a été précédemment et avec ce qu'il a eu comme culture précédemment également. En 1953, on parlait de la multiplicité des identités du personnage, il joue dans Pantaglaise de Michel de Gelderot. En 1954, il rencontre Miguel Latouille. Un grand ami de Miguel Latouille est encore parmi nous aujourd'hui, c'est Christian Ronsemans. Et il surnomme Miguel Latouille Anakiel, c'est le mage Anakiel, pour lequel Jacques se met à dresser des horoscopes. En 1954, il pratique l'astrologie sous le pseudonyme du mage Aldébaran. Donc vous imaginez que quelqu'un qui va être un grand, sinon très grand compositeur de musique décaphonique et un peintre qui est le peintre que l'on sait, en même temps s'intéresse à l'astrologie et est le mage Aldébaran. Il est intéressant de savoir dans la biographie que le professeur Aldébaran ne reçoit pas les messieurs. C'est tout ce qu'on nous dit. Peut-être est-ce gravé sur la plaque à l'entrée, ou y a-t-il un calicot au-dessus de la porte, on n'en sait rien. En tout cas, le mage Aldébaran ne reçoit pas les messieurs. Je ne sais pas ce qui se passe quand il reçoit les dames, bien sûr, ce n'est pas dit dans la biographie. Il a 24 ans quand il va au festival de Darmstadt, qui est un des plus grands festivals, sinon le plus grand festival de musique d'avant-garde du monde. C'est une ville d'Allemagne, bien sûr, qui se trouve près de Francfort. Et là, il rencontre Stockhausen et Bruno Maderna. Maderna est compositeur et chef d'orchestre italien. C'est un des principaux représentants du mouvement sériel. Je ne vais pas vous dire qui est Stockhausen. Pendant 15 ans, à Darmstadt, il suit les cours de composition. En 1955, il a donc 25 ans, il rencontre le plus grand compositeur du XXe siècle depuis Stravinsky, il rencontre Pierre Boulez. Et il compose 3 bagatelles pour 5 instruments, qui est créé à Darmstadt l'année suivante. En 1956, il compose Metaleps pour 9 exécutants, qui sera créé à Darmstadt en 1965 sous la direction de Pierre Boulez.
il y a une histoire merveilleuse, c'est qu'en 65, c'est Jacques qui me l'a raconté, je ne l'ai jamais oublié, en 65, Pierre Boulez, devant Stockhausen, lui dit ce que vous avez composé, c'est la chose la plus intéressante que nous ayons découverte cette année-ci, je vais la créer l'année prochaine. Et Jacques, qui est toujours réservé et modeste aussi, et timide, dit merci beaucoup. Et Boulez, avec cette folie volcanique qu'il a toujours eue, et en même temps cette rigueur qui l'a rendu célèbre, répond, mais il n'y a pas de merci qui tienne, c'est ainsi. Ce qui est, vous le reconnaîtrez, extraordinairement élogieux, bien sûr, venant de cette personne-là. Un des canons dont il est question dans ce livre, la même année, traduit en Volapük Le Corbeau et le Renard de La Fontaine et L'Invitation au voyage de Baudelaire. Le Volapük et l'espéranto sont à peu près la même chose, c'est une langue universelle qui a été inventée en 1887, si je me souviens bien. Mais on voit donc les intérêts extrêmement multiples qui sont ceux de Jacques Calonne. En 1958, il lui arrive une aventure terrible. Il commence, comme nous, à fréquenter le Welcome. Parce que nous nous sommes rencontrés au Jaguar, ce café dont je vous ai parlé, qui en fait de Jager, c'est le flamand, le chasseur. Mais de là, nous avons été au Welcome, qui se trouve Petite Rue des Bouchers. Le Welcome est un rendez-vous d'artistes dont certains vont devenir très très connus. C'est aussi un rendez-vous de Librius au sens le plus élogieux du terme. Je vous lirai d'ailleurs 3 pages de description des personnes qui viennent au Welcome. Ça a été dicté par Jacques à Sylvie. C'est un véritable carnaval, c'est un tableau danseur. Et la description qui en est faite par Jacques est encore très modeste par rapport à tout ce que nous avons pu vivre dans cet endroit et qui nous a d'ailleurs marqué pour la vie. On se demande pourquoi nous avons fait du théâtre plus tard, mais nous avons beaucoup été au théâtre, au Welcome, Petite Rue des Bouchers, à partir de l'année 1958. En 1959, Jacques compose Quadrangle pour piano et Page pour orchestre qu'il montre à Boulez enthousiasmé. C'est à ce moment-là que a lieu cette rencontre que je vous ai racontée. Donc il a 29 ans, il est compositeur de musique dodécaphonique, peintre, acteur dans un spectacle de Michel Duguay-de traducteur en Volapük et astronome qui ne reçoit pas les messieurs. C'est un phénomène, évidemment. Bon, ce n'est pas tout. C'est l'époque 1959 où il se lance dans une longue carrière de théâtre mondain, de ténor mondain. Vous venez d'en avoir une illustration. Il se met à chanter, il va les chanter pendant des années et des années, beaucoup d'entre nous les ont entendus, des mélodies de salon, des chansons de pensionnat, et il est la vedette donc dans divers cabarets bruxellois et de province. Il faut signaler également que c'est la même année qu'il reçoit un diplôme qu'il élève au rang d'écuyer de l'ordre de Mickey. Bon. Ensuite, l'année suivante, il rencontre Fred Van Beuzen. Fred Van Beuzen va tourner 2 films sur Jacques Calonne, sur son œuvre, sur sa vie. Fred Van Beuzen travaille à la Foire du Midi. Et Fred Van Beuzen va nommer Jacques vice-président de l'ordre des Schickman à la Foire du Midi de Bruxelles. Je suppose que peu d'entre vous, comme moi-même il y a quelques jours, ne savent pas de quoi il s'agit. Bon, dans une foire, vous avez donc des attractions, vous avez des bonimenteurs qui attirent la foule, et il y a également des Schickman. Le Schickman, rôle qu'a joué Jacques pendant plusieurs semaines, est chargé évidemment d'entraîner la foule, et donc il paye sa place, et il dit aux gens qu'il faut absolument voir ce spectacle, etc. Et donc le compositeur de musique dodécaphonique joué à Darmstadt entre Stockhausen et Pierre Boulez a été aussi Schickman à la Foire du Midi.
En 1962, il compose Tome pour 2 pianistes et 3 batteurs, et il reçoit le premier prix de composition à Darmstadt. C'est le même personnage qui reçoit ce prix, n'est-ce pas? En 62, il compose la musique de Pirates à 2 roues et de Les Sages fugitifs. Ce sont 2 courts-métrages commandés par la Gendarmerie nationale pour prévenir les enfants contre les dangers de la route. À partir de 1965, je vais être très discret sur cette question. Il multiplie chez lui pendant 2 ans les blagues téléphoniques. Je vous en parlerai une autre fois. Elles n'ont jamais fait de tort à personne, mais il y avait des gens qui étaient réveillés à 4 heures du matin, auxquels on annonçait qu'il fallait absolument dératiser leur maison. Et je serai très discret sur ces activités nocturnes auxquelles je n'ai d'ailleurs pas participé. En 1971, il reçoit une bourse pour voyager en Pologne. Là, évidemment, c'est normal chez Jacques Calonne, il demande l'heure en polonais à Jean-Paul II, alors évêque auxiliaire de Cracovie, qui lui répond en français: « Il est 4h30, monsieur. » Bon, c'est le même genre d'insolence que celle des surréalistes, d'ailleurs, et qui était aussi celle de Christian d'Autremont, qui a certainement eu une influence sur Jacques, et Jacques a certainement eu une grande influence sur Christian d'Autremont également. Cette même année, il a une exposition personnelle à la galerie Montjoie à Bruxelles. Ce sont des huiles sur toile et des encres sur papier à musique. Et la préface de cette exposition est écrite par Jean-Pierre Ventighem. Jean-Pierre Ventighem nous a quittés le 22 mars. Nous a quittés le 22 mars dernier. Il avait 76 ans. Il a été un ami de toute notre vie. Je l'ai connu pendant 45 ans. J'ai parlé pendant des milliers d'heures avec lui. Des milliers d'heures. Des nuits entières. Je l'ai aperçu pour la première fois à l'université de Bruxelles. Je vais tout de même vous raconter cette histoire. C'était en 1958. Il était assis à une table. Il avait 2 ans de plus que moi. Il avait 20 ans, je ne le savais pas bien sûr. Et il s'adressait à 3 étudiantes qui étaient assises en face de lui. Et j'étais assis à une table à côté, en retrait. Et j'ai entendu ce jeune homme que je n'avais jamais vu de ma vie parler pendant 10 minutes. Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes, mais là, j'ai écouté. Et il s'est levé et il est parti. Je le vois encore partir. Et je me suis dit, je vais le revoir. Je ne me rendais pas compte que nous n'avions pas cours aux mêmes heures. Je ne l'ai pas revu. Et je me suis dit, je dois absolument lui parler. Et 12 ans plus tard, mon frère Frédéric Flamand, des amis, Radomir Scott qui est avec nous, et moi, nous avons fondé un théâtre d'avant-garde, le théâtre laboratoire Vicinal, que beaucoup d'entre vous ont connu, qui allait faire quelquefois le tour du monde. Et 20 minutes avant le début de notre premier spectacle, à l'ouverture même de notre théâtre, 12 ans plus tard, j'ai vu entrer dans la cour le jeune homme que j'avais écouté pendant 10 minutes, 10 ans plus tôt. 12 ans plus tôt. Je me suis évidemment précipité vers lui pour lui raconter cette histoire. Il était très ému, moi aussi. Il a regardé le spectacle. Après, nous avons commencé à parler. Nous étions intarissables. Nous nous sommes quittés à 3 heures du matin. En fait, nous ne sommes plus quittés pendant 45 ans. Et Jean-Pierre Ventighem a été très très important pour Jacques, pour énormément d'artistes dans ce pays, qu'il a aidé, qu'il a soutenu, qu'il a encouragé, pour lesquels il a écrit des préfaces, il a écrit plusieurs textes sur Jacques Calonne, qui se trouvent d'ailleurs dans ce livre. En 1984, il a rencontré une femme tout aussi extraordinaire qu'il l'était lui-même, et qui est Jacqueline Aubenas. Jacqueline Aubenas est arrivée d'ailleurs au Vicinal 3 jours après Jean-Pierre Ventighem, accompagnée de Françoise Collin, qui a écrit un livre sur Maurice Blanchot, qui a été publié chez Gallimard, qui est encore dans les collections de chez Gallimard. Ces 2 femmes exceptionnelles sont arrivées.
Je me souviens encore, j'entends encore mon frère me glisser à l'oreille, après les avoir entendus pendant une demi-heure, dis donc, ce sont des phénomènes. Ça, c'est bon, c'est l'humour de Freddy. Et en 1984, Jean-Pierre Van Tighem et Jacqueline Aubenas ne se sont plus croisés dans des vernissages et autres lieux publics. Ils se sont rencontrés. Mais cette rencontre n'a pas été une rencontre, elle a été une fusion. Et désormais, on les a vus partout, ils étaient partout en première ligne. Un nombre considérable d'artistes de ce pays et d'ailleurs ont pu faire appel à eux. J'ai été leur premier bénéficiaire dans des conditions que je vous raconterai une autre fois. Ils ont toujours été d'une efficacité et d'une générosité absolument incroyable. Jean-Pierre a écrit beaucoup de textes, il a introduit beaucoup d'artistes partout. Jacqueline Aubenas a écrit des livres. Elle a écrit des livres sur le cinéma. Elle a été professeure. Elle est professeure. Elle a été professeure à l'Assas et maître de conférences à l'ULB. Elle anime des colloques et des séminaires autour du cinéma. Elle a écrit au sujet de Chantal Akerman, d'Henri Storck, des frères Dardenne. Ces deux personnages ont joué un rôle considérable dans l'histoire de la culture de notre pays. Et je ne dois pas vous dire que nous sommes terriblement peinés de ce qui vient d'arriver. On pouvait s'y attendre parce que Jean-Pierre était malade, gravement malade depuis 2 ans, mais on espère toujours évidemment que ça ne se passera pas comme cela se passe. En 1972-73, Jacques Calonne reçoit une bourse pour vivre 1 an à Berlin, où il retrouve John Cage et d'autres compositeurs. Il accompagne un ami à l'occasion d'une mission de l'UNESCO au Liban et en Syrie, où il étudie les musiques traditionnelles arabes, kurdes et arméniennes. La curiosité de Jacques Calonne est infinie, vous l'aurez compris. C'est le début de fréquents voyages dans les pays de l'Est. Il va en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, aux îles Féroé. Nous avons entendu parler des îles Féroé pendant des heures. En Islande. Et il peint toujours des gouaches, trace des encres sur papier à musique en nombre considérable. En 1976, il y a un concert qui est dirigé par Paul Méphano, c'est un compositeur et chef d'orchestre français, au Théâtre d'Orsay à Paris. Voici Jacques à Paris. Il sera également joué au Domaine musical, où le tout Paris se presse, y compris Henri Michaud. La première fois que j'ai rencontré Henri Michaud, c'était en 1958, j'avais 18 ans. Je vais quand même vous raconter cette histoire parce que c'est assez incroyable. Michaud a toujours vécu en dehors de tout, ne voulait rencontrer personne, je savais ça parfaitement. J'avais lu toute son œuvre en 1 mois, je crois, très, très attentivement, ligne à ligne. Et je me suis dit qu'il était temps d'aller le voir. Je suis arrivé chez Michaud, j'avais 18 ans, rue Séguier, un dimanche après-midi, à 3 heures de l'après-midi, j'ai sonné. J'étais évidemment dans un état de terreur à peu près absolu. La porte s'est ouverte de 25 cm. Je me suis trouvé devant un homme qui avait un visage très blanc, comme tous les angoissés. Le mien était certainement plus blanc que le sien. C'était la rencontre de 2 visages pâles. Et je lui ai dit que j'avais lu toute son œuvre et que je voulais lui parler. Et il m'a répondu, écoutez, je ne reçois jamais personne, et certainement pas le dimanche. Et je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, donc moi, vous allez certainement me recevoir. Et je savais bien sûr, j'avais calculé dans l'instant par spontanéité que cette remarque insolente s'adressant à un homme révolté allait lui plaire. Et nous nous sommes parlé pendant 2 heures. Il m'a demandé qui je connaissais à Bruxelles. Je lui ai d'abord dit que je connaissais Marcel Lecomte, le compagnon de René Magritte et les surréalistes que nous avions rencontrés au Welcome et que nous allions connaître jusqu'à sa disparition en 1966. Et je lui ai dit que je connaissais un compositeur de musique de décaphonique qui s'appelait Jacques Calonne. Et Henri Michaud savait qui était Jacques Calonne. Évidemment, la première chose que j'ai faite quand je suis rentré à Bruxelles, c'est de téléphoner à Jacques pour lui annoncer cette nouvelle merveilleuse. En 1979 disparaît Christian d'Autremont.
l'ami d'une vie, l'ami de Jacques. Jacques a rencontré D'Autremont quand il avait 27 ans et Jacques avait 19 ans. C'est ainsi que Jacques allait être le plus jeune membre de Cobra, évidemment. En 80, 22 ans après que nous soyons entrés dans ce café illuminé dans la nuit, Régine Zegers, Michel Rosten, Radomir Scott, qui est parmi nous, et moi, Radomir est devenu président du Kortrijk Brass Band, parce qu'il habite la Flandre, il vient toujours à Bruxelles, et donc il dirige un brass band à Courtrai, et il commente une œuvre, évidemment, au musicien, au compositeur Jacques Calonne, qui s'intitule Quadrangle. D'abord, Jacques va devoir s'acclimater, si je puis dire, au brass band. Donc il va d'abord faire l'orchestration d'une pièce de Schubert, et après avoir fait cela, il va composer un quadrangle pour le brass band de Courtrai. Il a de nouveau une émission radiophonique avec Jean-Pierre Van Tighem. Jean-Pierre Van Tighem, en 1985, préface une exposition que Jacques fait à la Galerie Miroir d'Ancre. Il a aussi des entretiens radiophoniques au sujet de la comète de Halley, parce que Jacques s'intéresse aussi au ciel, bien sûr, avec Jean-Pierre Van Tighem et Françoise Wolf. En 1983, il voyage en Islande. Il continue à composer et à peindre, et il continue à se manifester comme ténor mondain. Il interprète à l'Étoile du Mineur et Sombre Dimanche dans le film Babel de Boris Lehmann, que certains d'entre vous ont, je suppose, dû voir. Il jouera aussi dans un autre film de Boris Lehmann en 1995. En 1995, il interprète le rôle d'un délégué du ministère belge de la Culture dans le film Camping Cosmos de Yann Bucois, que je ne dois plus vous présenter. L'année suivante, il se rend au Festival de Cannes dans le cadre de la promotion de Camping Cosmos. On le voit d'ailleurs avec Lolo Ferrari. Il y a une photo de Jacques Calonne avec Lolo Ferrari au Festival de Cannes. En 1999, il interprète le rôle d'un dipsomane chantant dans « Si j'avais 10 trous de cul », un court-métrage de Noël Godin. J'ignorais ce qu'était un dipsomane. J'ai donc évidemment été au dictionnaire, comme le dirait Jean Paulhan. J'ai vu la définition de la dipsomanie. C'est une impulsion morbide à boire des liquides alcooliques avec excès et par excès. La dipsomanie affecte certains dégénérés à époque indéterminée sous forme de crise. Sans commentaire. En 2010, il y a une exposition de Jacques Calonne et de Jeanne Savitskaya et de Jacques Kegen à la galerie de Villers, où Jacques va exposer à plusieurs reprises. En 2012, évidemment, il y a un événement là très très important. Il y a une rétrospective de dessins et d'aquarelles de Jacques Calonne de 1956 à 2010, donc 54 ans de travaux graphiques et autres, au musée Asgerion de Silkeborg au Danemark. En 2014, Jacques Calonne est pressenti par Yann Bucois pour incarner le professeur Tournesol dans le long-métrage « La vie sexuelle de Tintin », ce titre étant provisoire. Je crois que maintenant, après ces 15 romans... Comment, oui, c'est ça tu l'as dit. Je dis qu'après le résumé de ces 15 romans que je viens de faire, je suppose qu'on peut te poser quelques petites questions. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rencontré André Souris ? Il y a eu une rupture dans ta vie, là. Tu as découvert la musique de Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand tu as rencontré André Souris, tu as découvert la musique de J'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Mettre un micro, hein. Et... Ah bon. J'avais entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Et puis, à cette époque-là, au musée d'art ancien, il y avait à midi,
des concerts, généralement violon et piano, rarement quand je suis hors. Et puis, il m'a demandé ce que je faisais, ça l'a intéressé beaucoup. Ensuite, il donnait des conférences à Argenteuil, près de Waterloo, avec faisant venir des gens très intéressants à l'époque, notamment Boris de Schleuser, l'ongle de Marina Scriabine, qui était la fille d'Alexandre Scriabine, auteur du poème du feu, etc. Et ensuite, il donnait des cours, mais moi, il m'a reçu très aimablement pour me donner des conseils sur ce qui allait, ce qui n'allait pas. Il était très méprisé des autres parce qu'il s'intéressait à la musique atonale. Aucun n'était de son côté, sauf moi et Fernand Chirenne, le fils de Ferdinand Chirenne, le peintre, qui était musicien. Ensuite, j'ai rencontré d'autres gens, beaucoup. Ils s'intéressaient à la musique de cinéma aussi. Je me souviens des conférences avec Yves Baudrier, qui avait fait la musique d'un film, notamment d'après Simenon, Quai des Brumes, je crois. Oui. Et puis, malheureusement, il est mort. Ça m'a fait énormément de peine. Je me souviens, j'étais là avec une Allemande qui s'appelait Barbara Simons, qui m'a reconduit, parce que l'enterrement, je ne tenais plus ensemble. Oui, donc il a joué un rôle capital dans ta vie, ça a été une rupture, puisque je dis, ça a été une rupture considérable dans ta vie, puisque tu... Je ne comprends pas. Je dis, ça a été une rupture dans ta vie de le rencontrer. De rencontrer André Souris, ça a changé ta vie. Ça a changé ta vision de la musique. Alors, à l'époque, je ne sais pas si c'est lui qui me l'a conseillé, mais je suis allé à Darmstadt quand j'avais 25 ans. Ouais, et là, je retrouvais tout un monde complètement inconnu et méprisé en Belgique, et notamment des musiciens juifs qui avaient émigré aux États-Unis, dont le Kosor Lassala, de l'université à Cincinnati, et d'autres, Sawyer-Mann, le créateur de pièces de Schoenberg, un autre que j'avais rencontré dans le train, qui avait créé les variations de Webern pour piano, et d'autres, et Marcel Mercier aussi, que je ne m'entendais pas du tout avec elle. Elle avait un col, comme disent les jazzmen. Et ensuite, ça continue, je compose, je vais dans ça pendant 15 ans régulièrement, où je rencontre les plus grands solistes, dont Severino Gazzelloni, qui jouait sur une flûte Heinz en or. C'était un cadeau de Heinz. Parce qu'il était le plus grand flûtiste au monde, avec Rampal. Et Rampal ne jouait pas de musique contemporaine. Ça n'a rien d'étonnant, par exemple, il y a un tableau qui montre un piano à queue Steinway offert à Wagner. Parce que c'était un grand musicien, donc c'est un piano Steinway, ce qui veut une fortune aujourd'hui. Oui, il faut dire une chose dans la continuation de ce qui vient d'être dit. Oui, d'abord, il a parlé de Boris de Schleuser, que je ne l'ai connu que par Jacques, qui a écrit un livre qui est absolument extraordinaire, qui est Introduction à Jean-Sébastien Bach, qui a paru aux éditions Gallimard, ça doit être dans les années 60, je l'ai lu grâce à Jacques, bien sûr. Et Boris de Schleuser était invité à Bruxelles par André Souris, qui invitait des sommités de la musique. Mais je voudrais ajouter ceci, parce que les jeunes générations ne se rendent pas très bien compte de cela. Mais il faut souligner le fait que André Souris et Chirenne, Fernand Chirenne, que j'ai évidemment très très bien connu puisqu'il venait au Welcome,
ce sont les deux seules personnes qui se sont intéressées à la musique de Jacques Calonne en Belgique à cette époque-là. Et aujourd'hui, par exemple, on va au musée Magritte. En 5-6 ans, il y a eu 5 millions, 6 millions de visiteurs. Mais il faut se dire qu'en 1930, quand René Magritte exposait ses œuvres, il y avait 150 visiteurs, dont 130 considéraient que c'était de la folie pure. Nous n'avons pas tout à fait le même âge. J'ai 74 ans. Quand j'avais 12 ans, les adultes disaient que Van Gogh était fou. Et je leur disais qu'il n'était pas du tout fou, que c'était eux qui étaient fous de ne pas être Van Gogh. Et le ton montait, et ça pouvait aller très très loin, quasiment jusqu'à la violence. Et donc, des œuvres de précurseurs, évidemment, sont toujours très très mal reçues, sont reçues par une indifférence parfois terrifiante. Il y a beaucoup d'artistes qui sont morts dans des conditions monstrueuses à cause de cela. On sait que Van Gogh a vendu un tableau au cours de sa vie. Et il est caractéristique de voir que Jacques a été soutenu par 2 musiciens en Belgique et pas 3, et qu'il, dans le fond, il s'est expatrié aussi, parce qu'il est allé à Darmstadt, qui était le grand festival international de musique dans le monde, où là, il a été évidemment accueilli, il a été reçu, ce qui n'était pas du tout ici. Je crois que c'est important de souligner ce genre de choses. Tu as porté un intérêt particulier, il a une chose. Oui. Tu as porté un intérêt particulier. Tu as porté un intérêt particulier aux musiques arabes, turques et arméniennes. Pourquoi? Arménienne? Oui, turques et arméniennes. Non, je n'ai pas été en Arménie. Mais... Non, je n'ai pas dit que tu avais été en Arménie. Mais tu as porté... musique arabe. Oui. Mais d'Orient. Oui, d'Orient. Parce que quand j'habitais Berlin, où j'étais invité pendant 1 an, parce qu'à cette époque, Berlin c'était une enclave, elle était entourée par l'Allemagne de l'Est, et de là, il y avait un Libanais qui s'appelait Christian Bourget, et avec lui, je suis allé à Beyrouth par les lignes de l'Allemagne de l'Est qui ne faisaient pas partie de l'IATA. Donc le voyage était beaucoup moins cher. Enfin, j'avais énormément d'argent. Alors j'ai découvert une extraordinaire cuisine, qui est celle de tout le Moyen-Orient. On se trouve aussi en Égypte. Et de là, j'ai fait un voyage en taxi dans le désert jusqu'à Alep et Damas, où j'ai attrapé la grippe de Londres. Parce qu'en hiver, à Beyrouth, il fait très bon. En hiver, il y a 15 degrés parce qu'on est près de la mer. Mais quand on est à Damas, là, vraiment, on gelait. Alors, dans le taxi, je me souviens que le capot s'est brusquement levé et le chauffeur l'a réparé avec une ficelle. Et puis, il fallait surtout pas que je parle français, parce qu'alors, on payait tout plus cher, parce qu'on était chrétiens. Alors, je lui ai demandé tout bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, heureusement qu'on n'était pas dans un tournant. Et puis, j'ai vu un crâne de mouton desséché. Et j'ai pensé au capitaine Haddock quand il dit, le pays de la soif, le pays de la soif. À Damas, j'ai vu la fameuse petite pierre cunéiforme avec une loupe, mais on ne voyait pas du tout ce qui était ici, c'était trop petit. Alors, les socialistes racontaient, je sais pas, des conneries sur, disons que c'était, je ne sais plus quoi, enfin, la propagande soviétique. Et ensuite de là, ben, je me suis fait faire un magnifique costume avec de la laine anglaise. Et là, les tailleurs, un seul essayage et vous aviez un costume. Ils les portent eux-mêmes en avion pour ne pas payer de taxes. Et comme c'était un dimanche et qu'à Berlin, les boucheries sont fermées, j'ai été à la boucherie Roumi pour acheter une côte de porc que j'ai mise dans la valise et puis elle était toute fraîche, c'était dans la soute de l'avion et il y a une fraîcheur au lit, c'était vraiment un frigo volant. Et je l'ai mangé,
suis très content. Bon, pour te poser une question sérieuse, si je puis dire. Ça, c'est pas sérieux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Nous t'avons toujours écouté pendant tant d'années avec une très très grande attention, parce que tu as toujours raconté des histoires extraordinaires avec une précision et une minutie étonnante. Bon, mais pour te poser une question sérieuse, si je puis dire, Oh non. quel rapport établis-tu entre ta peinture et ta musique? Ah. Tous les compositeurs de musique. Écoutez, en général, dans une interview avec Van Zieken, par exemple, il y en a eu beaucoup. C'est toujours la question. Être peintre et musicien, je crois, c'est une chose unique. Tout ça vient de l'esprit de Cobra, de l'autre mot, qui m'a encouragé à peindre. Parce que, bon, j'en avais envie, mais aussi parce que ça me rapportait plus que des composés de la musique. Bien que la plupart de mes compositions sont des commandes. En Belgique, c'était assez minable, mais en France, c'était beaucoup. Et d'autres encore, à Darmstadt, à Cologne, où j'ai créé une de mes premières compositions, Page pour orchestre. Et il a créé mes Métallips beaucoup plus tard à Darmstadt. C'était une composition qui nécessitait 2 harpes, et qui a mis beaucoup de temps à être jouée, parce que trouver 2 harpes à l'époque, en Allemagne surtout, était quasi impossible. C'est pour ça que ça a traîné. D'ailleurs, une des harpes était Francis Pierre, français, et l'autre c'était une Allemande qui jouait de l'harpe à l'orangerie à Darmstadt. Il y avait un orchestre là. Alors, pour ce qui est des rapports, Jean-Yves Bossard m'a posé la question, mais comme il est musicien, c'était beaucoup facile d'en parler. Parce que parler de musique à des gens qui ne sont pas musiciens, c'est quasi impossible. D'ailleurs, j'ai noté toutes les bêtises qu'on a dites à propos de la musique. Tout ce se trouve dans le livre. C'est tordant. Oui, il y a un bêtisier dans ce livre qui est très étonnant. Je vais te poser une dernière question très très sérieuse. Tu as déclaré la peinture ne signifie rien en dehors de la peinture. Ça, c'est toi qui l'as dit. La peinture ne signifie rien en dehors de la peinture. C'est tout le monde. Attends une seconde. Et tu as également dit la musique ne renvoie qu'à elle-même. Ces 2 phrases. Ça rapporte rien. Non. N'exprime rien. Oui, c'est ça. La musique ne renvoie qu'à elle-même. Ces 2 phrases se recoupent. Hein. La peinture. Il y a une petite lettre sur une carte postale. Oui. Une petite lettre sur une carte postale dans le Césori qui dit, je cite, la musique n'est pas un langage, bien qu'elle en réunisse toutes les conditions. Bien, mais Stravinsky l'avait déjà dit. Je certifie la musique incapable d'exprimer quoi que ce soit. Et en effet, pour les mélomanes, c'est toujours la même chose. Ils croient que la musique exprime, alors qu'elle ne fait qu'imiter, ce qui est très différent. Par exemple, dans la pastorale de Beethoven, on entend des contrebasses, c'est l'orage. Et encore plus explicite dans la symphonie fantastique de Berlioz, dans la scène au son. Ce sont des roulements de timbales. Et 2 hautbois. Le hautbois passant pour les mélomanes pour un instrument mouillé. C'était encore anglais. Bon. Il y a une question que nous avons tous entendue des centaines, sinon presque des milliers de fois, n'est-ce pas, qui est écrite par Pierre Alechinsky dans Roue libre en 1971. Que signifie votre peinture? Et il y répond, si je pouvais vous le dire, je ne l'aurais pas peinte. Bon, ça, n'est-ce pas, il y a un dialogue qui est très, très célèbre, enfin, du moins dans les milieux littéraires,
entre Mallarmé et Degas. À la fin de leur vie, ce sont les Mallarmé et les Degas que nous connaissons aujourd'hui, vont bientôt mourir. Et c'est rapporté par Valéry, qui a évidemment connu Mallarmé. Valéry avait 20 ans quand il a rencontré Mallarmé, qui a été son maître. Et Degas dit une chose extraordinaire à Mallarmé, il dit j'écris des poèmes et ils sont très mauvais et j'ai pourtant d'excellentes idées. Et Mallarmé lui dit mais mon cher Degas, on n'écrit pas des poèmes avec des idées, on écrit des poèmes avec des mots. Et c'est parfaitement exact évidemment, c'est-à-dire que des mots apparaissent sur une page, ça ne veut pas dire que ces mots ne signifient rien, mais évidemment, il faut d'abord qu'il y ait cette matière, et pour ce qui est de la musique ou de la peinture dite abstraite, il y a cette matière qui commence qui jaillit et qui apparaît. Je vais, si vous me permettez, il y a eu donc un entretien, beaucoup d'entretiens, entre Sylvie et Jacques. Il y en a un où Jacques décrit un certain nombre de personnages qui venaient au Welcome. Nous allons terminer par ce carnaval, c'est tout à fait indispensable, n'est-ce pas? Si vous le permettez. C'est quelle page? Attends, c'est 422. Non. Oh, attends. C'est pas ça. Attends. Ah, voilà. Donc, le café Le Welcome se trouvait petite rue des Bouchers, à 250 mètres d'ici. Évidemment, maintenant, c'est devenu un restaurant luxueux, n'est-ce pas, où il ne se passe plus rien. Le légendaire bistrot Le Welcome, petite rue des Bouchers à Bruxelles, était fréquenté par la fine fleur et la fine faune des marginaux cosmopolites. Artistes, escrocs, hippies, musiciens, provos, poètes, vagabonds des années 60 et 70. Et Jacques Calonne se souvient du Welcome et décrit donc à Sylvie les personnages qu'on y rencontrait. Jean-Pierre Wallenborn, un physicien, me donnait beaucoup de conseils sur la théorie des nombres. Billy Willman, un hindouiste misogyne. Il était toujours là avec Paul Bulcart, qui ne faisait rien. Dans le temps, il avait travaillé pour les architectes. Il faisait pour eux des aquarelles, tu sais, celles où on voit la villa, la voiture et un enfant heureux. Nimbus, surnommé ainsi parce qu'il lui ressemblait, était un petit homme rond. C'était un photographe. Il a reproduit le portrait inédit de Baudelaire de Nadar pour la revue Strate de Christian Autremont. Jacqueline Clément, qui voulait se faire passer pour une imbécile et qui ne l'était pas du tout. Son père était un truand chauffeur de taxi et cachait des revolvers dans les langes de sa fille. Elle a été directrice de la bibliothèque de l'ULB. André Braque, l'amant de Jacqueline Clément. Il a battu Oscar, qui voulait le mettre dehors. Plus tard, il fut le patron du café La Dubarry, au parvis de Saint-Gilles. Jean-Pierre Verdonck, dit Sloupouche, bonnet de nuit, parce qu'il avait toujours l'air endormi. Il était astrologue. Marcel Flamignon, un occultiste. Il parlait de fantômes, d'ectoplasmes. Il était un des 4 secrétaires du Mondanéum qui se trouvait chaussée de Louvain à Bruxelles, avant d'être transféré à Mons. Marcel organisait des conférences occultes au café Le Grand Cerf, chaussée de Wavre. Il avait invité Madame Amida, une voyante. Cette dernière nous a démontré que la transmission de pensée, ça fonctionnait. Jean-Pierre Bénédictus, un avocat qu'on voyait au café plus souvent qu'au tribunal. Il venait tous les jours au Welcome. Aline, une jolie infirmière qui avait beaucoup d'amants. Janine Sévet, une Suissesse, émigrée en Belgique. Je l'ai bien connue, elle était charmante. Toutes ces filles étaient jeunes, jolies et cultivées en littérature. Il y avait aussi une autre Suissesse qui ressemblait à Zizi Jeanmaire. Je l'ai séduite sans le faire exprès. Je n'ai jamais su son nom. Maria Pia, une Italienne, faisait de la très mauvaise peinture. Un jour, elle a exposé. Il y avait une affiche au Welcome. André Olivier, un ami de Charles Flamand et d'André Braque,
travaillait tôt le matin pour Radio Réveil. Comme il n'arrivait pas à se lever, il a fini par être muté à Radio Namur. Julien Pimprugnot, l'accordéoniste. Oui, là, Julien Pimprugnot, inoubliable, je m'en souviens parfaitement. Et j'ai vu aux yeux rouges, j'ai vu dans le bouge, la fille aux yeux rouges. Oui, c'était un poète, n'est-ce pas? Vous aurez admiré la rime, j'espère. Bon, Julien Pimprugnot, l'accordéoniste, venait tous les jours au Welcome. Il chantait notamment des chansons de Bobby Lapointe. Son ami, qui buvait beaucoup, était surnommé Marie Stella. Puis il est parti pour Liège. En roture, il y a une plaque sur la maison où il a vécu. Ici vécut Julien Pimprugnot. Anna Kiel habitait tout près du Welcome. C'est un mage du paranormal. Marie-Louise Duparc, née à Écosine, kleptomane et pseudo-prostituée, appréciait les flics et les ecclésiastiques. On pouvait lui faire des commandes. Je lui ai dit que j'avais envie d'avoir des pièces à conviction de la police des mœurs. Il s'agissait de très jolies gravures du XVIIIe siècle, que la police, tu te rends compte, trouvait pornographiques. Je les ai offertes au beau-père de Hardy Black. Marie-Claire Urner, une ravissante liégeoise qui travaillait à l'hôtel de ville, organisait des expositions. Jean-Paul Lambert, organiste de variété, faisait des arrangements pour le petit orchestre du théâtre de la Gaîté. Radomir Scott, d'origine yougoslave, était rentier, propriétaire d'une ancienne filature sur la Lys, qui louait à une grande surface. Il habitait près de Courtrai, à Ingelmünster. C'était un grand ami de Charles Flamand. Henri XV, un Français aux cheveux longs et blonds, surnommé ainsi par Étienne le contrebassiste. Fernand Chirène, musicien dont nous avons parlé, travaillait à la Cinémathèque et chez Béjart, fils de Ferdinand le peintre, passionné d'échecs. Il était collectionneur de pipes en terre. Edmond Bernard, cinéaste, grand joueur d'échecs. Il plaisait beaucoup aux femmes grâce à son physique avantageux, mais refusait toute liaison. La belle Annie m'a demandé si mon ami Edmond n'était pas pédérastre. Non, lui ai-je répondu, c'est un cinéastre. Comme il était crédule, je lui ai fait beaucoup de blagues. Marcel Brotars, ton père, artiste de la nouvelle génération. Il était toujours à la même table que Raph Hobstable. Jacques Renders, membre de la Chambre des comptables. Jean-Paul, restaurateur de petits comptoirs où nous allions très souvent. Parfois, il était fatigué, s'endormait dans l'escalier. Marie-Louise, moi et quelques autres allions alors cuisiner nous-mêmes dans la cave. Quand Oscar m'appelait pour me passer le téléphone, il avait l'habitude de s'écrier « Calon, téléphone !» Je l'entends encore. Nino Ferrer, qui était passé au Welcome, s'est inspiré de cette expression pour sa chanson « Gaston, il y a le téléphone qui sonne ». Freddy Zamoir, né à Vienne, connaissait beaucoup l'histoire juive. Il se disait marchand d'âmes et proposait aux filles de vendre leur âme pour la somme qui leur conviendrait. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions à poser, la maison répond à toutes les questions. Une question tout à fait indispensable. On apprend dans Noctuel que Jacques, durant la Seconde Guerre mondiale, a été l'inventeur d'une bombe à caca qui a joué des tours pendables à des bourgmestres rexistes. Jacques, peux-tu nous en dire plus sur cette redoutable bombe à caca? La bombe à caca, Oui. on doit la décrire. Oui. Ah. Je commencerai par la fin. Elle a été utilisée pendant la dernière guerre contre un bourgmestre d'un village à côté de Mons, à Glun.
et qui était rexiste, parce qu'elle n'avait parlé allemand. Sinon, le principe est simple. Tout le monde connaît le diable qui sort d'une boîte. Un ressort, on ouvre, il y a un diable. Ici, le diable est remplacé par un caca. Il y a donc un ressort qu'on trouve, comme on en trouve dans les terrains vagues, un ressort de lit, un double fond, et une planche au-dessus qui comprime le ressort. Il y a un caca de bonne consistance emballé dans de la cellophane à l'école. À l'époque, il n'y avait pas de plastique. Ensuite, à chaque angle, il y a une lame de rasoir. Ensuite, il y a un couvercle. On l'emballe dans du papier avec une ficelle. Et le dessinateur, quand il ouvre, tout se met en mouvement et le caca lui saute à la figure. Une autre question sur les talents d'inventeur de Jacques Calleux. Merci de l'avoir posé, parce que nous venons d'apprendre qu'il existe des armes redoutables. Mais vous savez, la description des personnages, ce n'est pas pour critiquer cette description qui est admirable, mais c'est peu de choses par rapport à tout ce que nous pourrions raconter qui s'est passé là, complètement invraisemblable. Nous avons vécu dans un carnaval pendant des dizaines d'années. Et avec ce qui était merveilleux, je pense toujours à Jean Dubuffet. Un jour, j'ai fait des recherches d'art brut avec lui, avec Anne Beyers en 1966 et en 1967 à Paris, dans les hôpitaux psychiatriques en Belgique et en France. Et Jean Dubuffet était un personnage tout à fait incroyable. Il n'utilise jamais peint une seule toile, tracé un seul dessin, écrit un seul texte. C'était un homme extraordinaire. Et je me souviens très bien, on était dans la rue à Paris, il était de petite taille, il m'a brusquement pris le bras, il m'a dit « Regardez ça, regardez ça, c'est voulu, vous savez, c'est voulu, c'est étudié !» Il y avait un personnage qui passait dans la rue, qui était un personnage sorti d'un tableau de Jean Dubuffet. Et la plupart des personnages qu'on rencontrait au Welcome savaient qu'ils étaient des personnages, qu'ils étaient des énergumènes au sens le plus élogieux du terme, et c'était des personnalités extrêmement travaillées et au long des années, et qui avaient chacun leur particularité. Je pense très souvent au Welcome, vous allez trouver ça peut-être étonnant, et pourtant je pense que ce ne l'est pas du tout, mais je pense très souvent au Welcome quand je lis Shakespeare, ou quand je lis une biographie de Shakespeare, dans laquelle on décrit ce qui se passait en Angleterre à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et un personnage comme Falstaff était un personnage qui, indépendamment du fait qu'il y a eu un Falstaff à Bruxelles, mais un personnage comme Falstaff aurait pu venir au Welcome. Ce ne sont pas les Falstaff qui manquaient au Welcome, ça c'est évident. Vous aviez un personnage qui faisait des expériences de sommeil et qui dormait debout dans une armoire tenue par des sangles, ce genre de choses-là. Enfin, bon, il y avait le gitan blond, qui était lui quasiment un personnage d'art brut. Il aurait été assis à cette table, il aurait commencé à interpréter le fait que ces deux bouteilles avaient cette position-là, et les verres étaient ainsi, etc. Et tous les objets qui se seraient trouvés sur la table, il les aurait interprétés. Et il vous aurait par exemple raconté une histoire qui est digne de Wolfli dans l'art brut, c'est qu'il allait régulièrement aux eaux d'Anvers et qu'il allait regarder les lions. Et il s'arrêtait pendant des heures devant la cage aux lions et il se demandait pourquoi. Et après plusieurs semaines, il a compris qu'il allait voir les lions pour se donner de la force. Ce qui n'est pas du tout... ce qui rejoint le zen ou le yoga d'ailleurs. Hein. C'était vraiment un exercice de méditation où il prenait la force des lions et se l'appropriait. Et il y avait des gens comme ça, tout à fait incroyables. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut peut-être ajouter rapidement, c'est qu'il y avait une culture qui circulait au Welcome, qui était stupéfiante, dont Jacques Calonne, évidemment, est le premier exemple. Bon, on a cité, vous n'avez pas relevé son nom, bien sûr, Paul Pulcart, qui vit encore aujourd'hui, qui doit avoir près de 90 ans. Bon, Paul Pulcart était peintre animalier, c'est ainsi qu'il gagnait sa vie, il faisait une peinture tout à fait conventionnelle, et il vendait ses peintures. Il passait aussi ses journées à la Bibliothèque royale. Moi, j'ai entendu
Paul Bulcart me parlait pendant des nuits entières de l'Asie, des taoïstes, de Li Tzu, de Chuang Tzu, me parlait du yoga, du livre des morts tibétains, des ascètes tibétains, Marpa, il n'arrêtait pas, des Védas, des Upanishads. Il avait une culture, une connaissance de l'Asie, mais absolument ahurissante. Ça devait être un des hommes en Europe qui connaissait le mieux les cultures asiatiques. Edmond Bernard, qui a été cité, il était cinéaste, il a été professeur à l'Assas, il avait fait ses études chez les Jésuites, il avait perdu la foi. C'est un homme qui avait une culture immense, et comme Jacques d'ailleurs, et un discernement incroyable. Il faisait des remarques sur la littérature tout à fait exceptionnelles. Il avait fait du yoga avec un maître venu de l'Inde qui était plus jeune que lui. Il y avait un autre personnage qui s'appelait Henri Lefebvre, et je l'ai rencontré dans une situation tout à fait particulière. J'étais assis au welcome. Jacques était assis à côté de moi, et à ma droite se trouvait un homme, un client, comme on dit dans un café, que je n'avais jamais vu. Et subitement, ce client, cet homme assis à côté de moi, a dit à Jacques, à ton avis, Jacques, quelle est la couleur du silence chez Paul Klee? Et je l'ai regardé, je me suis demandé qui c'était. J'ai commencé à parler avec lui immédiatement. Et nous sommes allés dans ce grand café, le Jaguar. J'ai appris qu'il avait une correspondance. Il avait 50 lettres de Samuel Beckett. Il avait une correspondance avec Maurice Blanchot. Bon, ça c'était le welcome. Hein. C'était un endroit tout à fait exceptionnel. Enfin, où nous avons évidemment été formés. D'autant plus que nous étions beaucoup plus jeunes que la plupart des gens que nous rencontrions là. On n'a plus une question je crois qu'on peut. L'iconographie. Ah oui, il y a beaucoup dans ce livre. Il n'y a pas que des textes venant de tous les horizons. Il y a des reproductions des peintures de Jacques. Il y a beaucoup de photos de Jacques qui sont très émouvantes, bien sûr. C'est un livre très très richement illustré. Il y a parmi nous Jean-Pierre Clemens, qui est un très très grand ami de Jacques, qui est magnifique. C'est Jacques, et plusieurs pages. Les autres personnes, je ne connais pas malheureusement. Mais enfin, très bien. Est-ce que nous sommes autorisés à nous rasseoir? Oui. Adolphe Adam. Je suis un jeune homme charmant. Son effet, aimable inconnu, oui, je vous aime avec ardeur, et c'est en traversant la rue que vous avez conquis mon cœur. Mais vous ne dites rien cruel, et vous riez de mon tourment. Regardez donc, mademoiselle, je suis un jeune homme charmant. Regardez donc, mademoiselle, je suis un jeune homme charmant. Vraiment, vraiment, je suis un jeune homme charmant. Vraiment, vraiment, je suis un jeune homme charmant. Que cette froideur vous honore et prouve bien votre vertu. Il n'est pas juste qu'on adore celui qu'on n'a jamais vu. J'ai de l'esprit et je me pique d'être discret, tendre et constant. Bref, au moral comme au physique, je suis un jeune homme charmant. Bref, au moral comme au physique, je suis un jeune homme charmant. Vraiment, vraiment, je suis un jeune homme charmant. Vraiment, vraiment, je suis un jeune homme.